18h36, c'est la dernière ligne droite pour votre Punchline Weekend jusqu'à 19h. Toujours à mes côtés ce soir, Véronique Jacquier, Lise Benkemoun, Louis de Ragnel et Gil Mihaeli. Pour terminer, on va revenir sur l'un des plus grands mystères judiciaires en France qui a marqué des générations. C'est l'affaire du petit Grégory. Avec ce rebondissement, je vous le disais, la Cour d'appel de Dijon estime que Jacqueline Jacob, la grande-tante du garçonnet de 4 ans, serait le corbeau qui s'est vanté de l'enlèvement et de l'assassinat du petit garçon. Invité exceptionnel, je vous le disais, dans Punchline Weekend, Maître Gérard Welzer, que je salue. Bonsoir, Maître Gérard Welzer. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être l'invité exceptionnel de notre émission. Je rappelle pour nos éditeurs et nos téléspectateurs que vous êtes l'avocat de la famille Laroche, Bernard Laroche, assassiné en 1985. On regarde le résumé de ce rebondissement pour faire un petit peu de pédagogie, puisque cette affaire a passionné les Français depuis de nombreuses années. On voit tout ça avec Michael Dos Santos et on échange sur ce rebondissement avec vous, si vous le voulez bien. D'abord, Michael Dos Santos. Qui se cache derrière ces mystérieuses lettres anonymes ? Depuis 40 ans, la justice tente d'identifier le ou les corbeaux dans l'affaire du petit Grégory. L'une d'entre elles a été envoyée aux parents le lendemain du meurtre. Leur fils de 4 ans avait été retrouvé noyé et ligoté dans une rivière des Vosges. Les mots sont glaçants. Je me suis vengée, j'ai pris l'enfant. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Derrière ces mots pourrait se cacher Jacqueline Jacob. À la suite de nouvelles expertises, la justice a ordonné une nouvelle audition de la grand-tante de Grégory Villemain en vue d'une possible mise en examen. Pour ses avocats, cette décision n'a aucun sens. Nous réaffirmons sa totale innocence et souhaitons que sa présomption d'innocence ainsi que sa vie privée soient respectées. Le parquet général considère qu'aucun élément n'est de nature à constituer des indices graves ou concordants dans son implication. Nous partageons cette position. En 2017, Jacqueline Jacob avait été interpellée avec son époux. Une expertise en graphologie l'avait désigné comme l'auteur de l'une des lettres. Les poursuites avaient finalement été annulées pour vice de forme. Merci Maître Welzer d'avoir accepté notre invitation ce soir. On a besoin d'y voir un peu plus clair. Je le disais, c'est une affaire qui a passionné les Français. Que pensez-vous de ce rebondissement, vous, personnellement, 40 ans après ? Écoutez, depuis le 16 octobre 1984, à intervalles réguliers, on nous promet une semaine décisive, on nous promet la vérité. Et à intervalles réguliers, on nous annonce des révélations et des rebondissements. Alors là, en l'espèce, on dit cette dame, il y a une lettre qui la désignerait comme celle qui a écrit la lettre du 16 octobre 1984, une expertise. Alors, il faut savoir que depuis le 16 octobre 1984, pas moins de 4 personnes différentes ont été désignées comme étant, par les experts, l'auteur de la lettre du 16 octobre 1984. 4 personnes. Et à chaque fois, on s'est aperçu qu'on se trompait. Donc aujourd'hui, je dis prudence. Dans une affaire aussi ancienne, aussi dramatique, la mort d'un enfant, mais qui a connu des dérapages et d'autres victimes, eh bien, si on a quelque chose de déterminant, c'est très bien. Si on a quelque chose de fondamental, c'est très bien. Mais en l'espèce, vous vous rendez compte, la défense le dit, Monsieur le procureur général a pris une position contraire en disant, selon nous, il n'y a pas d'indice grave. Donc vous voyez qu'on risque encore d'avoir des révélations qui vont faire pchit. Donc vous n'y croyez absolument pas, Maître Welzer, au moment où on se parle ? Au moment où on se parle, je vois que Monsieur le procureur général de Dijon n'y croit pas. Que moi j'y crois ou pas, ça n'a aucune importance. Ce que pense Monsieur le procureur général de Dijon me paraît important. Et puis vous savez, depuis 40 ans, régulièrement, on fait du sensationnel, on jette en pâture les noms des uns et des autres pour arriver à de nouvelles victimes. Bernard Laroche, dont j'étais l'avocat, a été présenté comme le corbeau et l'assassin. Il a été innocenté, assassiné. Par la suite, on a un juge d'instruction qui a été montré du doigt, le juge Lambert. Malheureusement, ce magistrat s'est suicidé. Donc, après Grégory Villemain, qui est la première victime, il y a eu d'autres victimes. Attention, cette dame, on montre son visage, on la montre du doigt. Elle a 80 ans. Je ne suis pas son avocat, mais depuis 40 ans, on procède à intervalles réguliers par ce genre de choses.
Visiblement, Christine et Jean-Marie Villemain ont accueilli cette décision de la Cour d'appel avec une grande émotion. Est-ce que vous avez pu échanger avec Marie-Ange Laroche suite à ce rebondissement? Et si c'est le cas, quelle est sa réaction, son état d'esprit? Marie-Ange Laroche, elle veut la vérité, mais elle est fatiguée. Depuis 40 ans, le 5 novembre 1984, son mari a été, à l'époque, inculpé, mis en prison, libéré car innocenté, assassiné car Jean-Marie Villemain disait que c'était l'auteur, le responsable et l'assassin de Grégory Villemain. Aujourd'hui, les nouveaux enquêteurs, y compris eux-mêmes, viennent dire « Ah ben non, c'est pas Bernard Laroche, lui, on sait pas trop ce qu'il a fait, mais c'est pas lui ». C'est-à-dire que, et dans 30 ans, on dira que c'est pas Bernard Laroche qui a écrit les lettres. D'ailleurs, on le dit déjà. Donc, voyez-vous, Marie-Ange Laroche, elle veut la vérité, mais elle est fatiguée, parce qu'à intervalles réguliers, défendre la mémoire d'un mort, c'est très difficile. 40 ans après, Maître Welzer, je le disais, c'est une affaire qui a touché la France entière, évidemment. Il y a un mystère immense. Quelle empreinte reste-t-il 40 ans après de cette affaire Grégory? Nous sommes en 2025. Écoutez, c'est dramatique. Un enfant mort dont on ne connaît toujours pas le nom de la personne qui a donné la mort. Une justice discréditée aussi, parce qu'à intervalles réguliers, on promet des choses, et puis il y a des nouvelles victimes et on ne connaît pas la vérité. Et puis les relations média-justice. Voyez-vous, à l'époque, les relations étaient très particulières. Les enquêteurs ne pouvaient pas faire un pas sans être poursuivis par des journalistes. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la mémoire de Grégory Villemain mérite la vérité, mais la vérité, pas une vérité où tous les 5 ans, on nous promet des révélations et qui ne donnent rien. On a vécu l'affaire du petit Émile, qui demeure également un mystère. On a souvent fait le parallèle en 2025 avec l'affaire du petit Grégory. Comment avez-vous vécu tout cela? Vous êtes dit on recommence avec les mêmes erreurs, etc. Oh, je ne me permets pas de juger. Vous savez, ce que je constate aujourd'hui, en plus, vous en êtes une et vous êtes une chaîne sérieuse, c'est que les chaînes info ont développé les médias. Et il y a souvent, on veut être le premier à donner une information. Et donc, certains vérifient, d'autres vérifient moins. Et puis aujourd'hui, le public, comme il a toujours été, vous savez, au début du XXe siècle, Jean-Paul Sartre écrivait dans Détective, le journal Détective. Les gens sont avides de sensationnel. Et donc, malheureusement, c'est pas d'aujourd'hui. Ils veulent du sensationnel, ils n'ont pas de mémoire. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on fait des sondages d'opinion et on demande aux gens, croyez-vous qu'un tel ou un tel est coupable, alors qu'ils n'ont pas accès au dossier? La justice, c'est quelque chose qui demande de la sérénité, de la réflexion, et c'est quelque chose qui demande de ne pas jeter en pâture les photos ou les noms de personnes qui ne sont même pas mises en examen. Et vous avez 1000 fois raison. Gérard Welzer, Louis de Ragnel, qui est à mes côtés, une question à vous poser. Oui, une question. J'en appelle à ce qui se passe au fond de vous. Est-ce que dans votre fort intérieur, vous savez qui a tué Grégory Villemain? On me pose souvent cette question. Et alors, si je le savais, je ne vous le dirais pas, bien sûr, mais très sincèrement, non, je ne le sais pas. Et vraiment, je ne le sais pas. En plus, ce que je pense, de vous à moi, M. Ragnel, n'a aucune importance. Parce que ce qui compte, c'est le dossier. Ce qui compte, c'est la réalité du dossier. Une affaire criminelle, rechercher un criminel, c'est quoi? Ce n'est pas partir d'une personne que l'on croit coupable et puis remplir au fur et à mesure avec des pièces que l'on croit. C'est mener une enquête, une instruction, sans a priori, et puis arriver à un résultat ou pas, même si celui-ci ne nous plaît pas. Pour répondre précisément à votre question, non, je ne le sais pas, et vous n'êtes pas le premier à me poser la question. Mes amis m'ont souvent posé cette question, non, je ne le sais pas. Vous ne savez pas, mais je me permets quand même de vous relancer, parce que vous faites partie des rares personnes vous connaissez, faites partie des 10-15 personnes en France qui connaissent le mieux cette affaire. Est-ce que vous avez une intime conviction? Aucune, et je m'en interdis. Je m'en interdis parce que dans ce dossier, depuis 40 ans, les enquêteurs différents, les magistrats différents ont parfois eu une intime conviction qui les a amenés à faire des erreurs. Les journalistes il y a eu des clans, un tel,
Et donc, non, je n'ai pas d'intime conviction, si ce n'est que Bernard Laroche, à mon avis, était innocent. Je l'ai rencontré en prison au mois de novembre 84 quand il a été incarcéré. J'ai examiné le dossier, j'ai vu tout le dossier et tout le metteur de cause. Et d'ailleurs, les experts en écriture l'ont tous mis hors de cause et son alibi a été vérifié. Mais vous savez, l'intime conviction d'un avocat, nous ne sommes pas des jurés. Nous sommes là pour regarder un dossier, travailler sur le dossier, amener des éléments et combattre lorsqu'il y a des éléments à charge, si notre client dit qu'il est innocent. Seul le dossier a comme résultat l'innocence ou la culpabilité. Je vais donner la parole à Véronique Jacquier dans quelques instants, mais puisque vous évoquiez Bernard Laroche, que vous défendiez à l'époque, c'est l'histoire qui veut ça, mais aux yeux des Français, il était quand même le suspect numéro 1. Et encore, il y a 40 ans, il n'y avait pas autant de médias qu'aujourd'hui. Et c'est ce qui reste aussi. Hein. Comment vous vivez cette situation malgré tout ? Vous savez, le 5 novembre 84, Bernard Laroche a été, à l'époque, on disait, inculpé. Le 9 novembre 1984, il est passé au palais de justice d'Épinal avec des centaines de personnes. On était proche de l'abolition de la peine de mort, qui hurlaient à mort. Et puis, la presse titrait « Les expertises d'écriture désignent Bernard Laroche ». On a été voir le juge, on dit « Elles sont où ?» « Ah ben, elles ne sont pas là, les expertises. » Et puis après, on s'est aperçu que les expertises d'écriture faites régulièrement l'ont mis hors de cause. Pas moins de 7 expertises. On a vérifié son alibi. Son alibi était vérifié par les témoins le 9 novembre 84. Après, il a été libéré le 4 février 85, puis assassiné. Après son assassinat, vous savez, ce que pensent les Français, c'est pas ça, la justice. La justice, c'est le dossier. Après son assassinat, le juge d'instruction avait dit il aura un non-lieu. Malheureusement, l'assassinat n'a pas permis d'aller au bout. Mais par la suite, les éléments du dossier, rien ne montre la culpabilité éventuelle de Bernard Laroche. Bien mieux, monsieur. Aujourd'hui, 40 ans après, les nouveaux enquêteurs, les nouveaux gendarmes, qui font leur travail le plus correctement possible, d'après ce que j'ai lu dans la presse, puisque nous n'avons pas accès au dossier, disent « Ah non, c'est pas Bernard Laroche qui a tué l'enfant ». Voyez-vous ? Et dans 30 ans, on dira peut-être « Ah, mais il n'est pour rien du tout dans ce dossier ». Voilà. La justice, c'est un dossier, des preuves, la sérénité. Mais ce n'est pas l'intime conviction, ça c'est pour les juges, mais ce n'est pas pour les enquêteurs. Qu'est-ce que vous pensez ? Oh, mais moi je suis persuadé que c'est une telle, un tel. Ah non, puis les Français, ils n'ont pas accès au dossier. Véronique Jacquier est à mes côtés. Véronique. Oui, j'aimerais vous poser une question pour compléter ce qui vient d'être dit. Vous dites que vous n'avez pas d'intime conviction. Pour autant, est-ce que vous dites le meurtre a pu être perpétré par quelqu'un qui est à l'extérieur de la famille ? Parce que tous ceux qui ont étudié le dossier disent la piste intrafamiliale est celle qui tient la route. Si on sait qu'on sait quelque chose, c'est cela. Qu'en pensez-vous ? Alors, vous savez, il y a eu un procès contradictoire. La contradiction en matière judiciaire, c'est très important. Il y a eu un procès contradictoire aux assises de Dijon. C'était Jean-Marie Villemain qui était jugé pour l'assassinat de Bernard Laroche. Et moi, j'avais conclu ma plaidoirie, parce que certains disaient que c'était Bernard Laroche, d'autres disaient que c'était Christine Villemain, et j'avais conclu ma plaidoirie en disant, mais si c'est ni l'un ni l'autre, que direz-vous ? Et aujourd'hui, vous me dites, est-ce que c'est une piste intrafamiliale ? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que le fait que celui qui a écrit la lettre de revendication le 16 octobre 1984, le Corbeau, qui connaissait la famille, c'est quelqu'un qui connaissait les habitudes de Jean-Marie et Christine Villemain. Donc c'est quelqu'un de forcément proche. Est-ce que c'est quelqu'un qui est membre de la famille ? Je ne sais pas. Une dernière question, et je pense qu'un grand nombre de Français qui nous regardent ont envie de vous la poser. Est-ce qu'on saura un jour ? Est-ce qu'on saura un jour ? Alors, cette question, on me la pose depuis 40 ans. Il y a 40 ans, j'étais plutôt optimiste. Il y a 40 ans, j'étais plutôt optimiste. Il y a 30 ans, je commençais. Aujourd'hui, je doute. Je doute. Et vous savez, disons les choses simplement. Une affaire criminelle, lorsque les constatations matérielles de départ sont mal faites, lorsque les témoins ne sont pas entendus tout de suite, lorsqu'on prend 4 hypothèses différentes, lorsqu'on fait venir des experts qui concluent dans tous les sens, c'est difficile s'il n'y a pas quelque chose de déterminant. Une preuve comme un ADN incontestable,
une preuve qui ne souffre aucune discussion, mais certainement pas une expertise, alors que les experts ont déjà désigné 4 personnes différentes. Gil Mihaeli, une histoire incroyable qui a défrayé la chronique et on en parle, vous imaginez, 40 ans après. Une observation qui n'est pas sur la dimension policière-justice, police-justice. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce qu'on a ici, c'est un plongé dans notre âme en tant que peuple. On a des gens qui sont de la classe ouvrière. Et il y a parmi eux le père de Grégory qui sort un peu du lot, qui a une petite ambition, qui a un boulot qui paye un petit peu plus. Il sort du lot de 3 mm, ça déchaîne une machine des passions tristes, peu importe qui a tué l'enfant. Rien que l'atmosphère au sein de cette famille est épouvantable. Et on regarde autour de nous, et on se dit toujours chez nous, les Français, on a ces trucs-là, cette jalousie de l'autre. Pourquoi on ne peut pas afficher les signes extérieurs de succès? Pourquoi? On voit là comme une pathologie qu'on partage tous. Et je vais finir par quelque chose qui est beaucoup plus récent, c'est les gilets jaunes. Quand ça commence, ça suscite beaucoup d'espoir. Et qu'est-ce qui se passe très vite? Dès qu'il y a un vilement, dès que quelqu'un parle mieux avec les médias, quelqu'un devient porte-parole, quelqu'un commence à dépasser d'une tête, qu'est-ce qu'on fait? Paf! Guillotine. Avec une violence physique et symbolique énorme. Non, personne ne doit sortir du lot. Et ça, c'est une grande leçon pour nous tous, à commencer par moi-même. Réaction, Maître Welzer, et dernière parole ensuite à Véronique Jacquier. Un mot de fin. Oui, vous savez, je n'ai pas de réaction sur l'intervention de monsieur. Un mot de fin, c'est tout le monde veut la vérité, mais il faut la vérité et celle-ci ne doit pas être l'occasion de créer de nouveaux dégâts. Cherchons la vérité, mais si on ne la trouve pas, ayons malheureusement le courage de ne pas prétendre qu'il y a des révélations quand il n'y en a pas. Merci Maître Gérard Welzer d'avoir accepté d'être l'invité exceptionnel de ce Punchline. On voulait revenir sur cette affaire Grégory qui a défrayé la chronique et qui, 40 ans après, continue. Véronique Jacquier. Oui, je voulais dire 2 choses. La première, c'est que si cette affaire fascine, c'est que, que la piste familiale soit avérée ou non, il y a effectivement un climat familial tellement abominable. Il a acheté un canapé en cuir. Non, mais qui fait que ça, suscite tous les fantasmes. Il y a par ailleurs des errements de la justice qui ont fait que Christine Vilma, à un moment, a été incriminée. La mère de l'enfant a été incriminée comme étant la responsable quand même du crime. Et Marguerite Duras, souvenez-vous, avait écrit sublime, forcément sublime. C'est-à-dire qu'on essayait d'expliquer l'inexplicable. C'est-à-dire qu'une mère ait pu tuer son enfant. Enfin, la dernière chose, c'est que c'est un enfant de 4 ans qui a été tué. C'est dire quand même la haine qu'il faut avoir au fond du cœur et au fond de l'âme. Et pour tuer un enfant de 4 ans. Ça reste un grand mystère. En fait, cette histoire, c'est le miroir de la noirceur de l'âme humaine et de ce qu'est intrinsèquement le mal. Et de nos jours, dans notre société, on n'est plus capable d'expliciter le mal. Et là, on n'est pas capable d'en parler, mais il nous saute à la figure. Ça sera le mot de la fin. Merci les amis de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. L'actualité était très riche. Je voulais terminer par ce coup de projecteur sur l'affaire Grégory. Merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer ces 2 heures. David Gounet évidemment, la fidèle Sabrina Slimani, Samuel Vasselin, Arthur Bastide, Alexis Prince, Maureen Vidal pour l'information. Merci à la programmation. Magdalena Derviche. Merci aux équipes en régie. Tout de suite sur Europe 1. Pascal de la Tour du Pin. Et puis sur CNews, l'équipe Philippe de Villiers, Elliot Deval, Geoffroy Lejeune. J'ai oublié personne. Ah oui, n'oubliez pas non plus le QR code, évidemment, qui est important si vous voulez tout savoir sur notre chaîne, sur CNews, revoir les émissions, etc. Je salue également les auditeurs d'Europe 1. Bye bye et belle soirée.